Bienvenue dans cette partie consacrée à l'appareil extenseur. Nous allons commencer par quelques rappels anatomiques utiles concernant l'appareil extenseur. Voici la face dorsale de la main avec les éléments osseux, puis les tendons extenseurs qui cheminent en superficie de ces structures. L'appareil extenseur est un système complexe de structures d'arrimage et de stabilisation placées en série sur le trajet des tendons extenseurs que nous allons détailler successivement. Premièrement, le rétinaculum des 4e et 5e compartiments des extenseurs au poignet, respectivement du tendon extenseur commun des doigts et de l'extenseur propre du 5. Deuxièmement, des connexions intertendineuses en amont des articulations métacarpophalangiennes, que l'on appelle les junctura tendinum, réunissant les tendons extenseurs sur la face dorsale de la main à hauteur de la portion distale des métacarpiens. Un peu plus en distal, à hauteur des articulations métacarpophalangiennes, ce sont les bandelettes sagittales qui stabilisent les tendons extenseurs, véritables haubans qui s'ancrent sur la plaque palmaire, sur le versant palmaire des doigts, puis se réunissent à la face dorsale du doigt en formant une arche autour du tendon extenseur. La dossière des interosseux, qui correspond aux expansions aponevrotiques des muscles interosseux et lombricaux, deux lames fibreuses s'insérant sur la bandelette médiane, puis les bandelettes latérales, et que l'on peut considérer à juste titre comme des expansions des bandelettes sagittales. On comprend bien que ces structures permettent de faire le lien entre l'appareil fléchisseur et l'appareil extenseur. Enfin, le système sophistiqué de bandelettes en distalité, avec une bandelette médiane qui s'insère sur la base de P2 et deux bandelettes latérales qui contournent l'articulation interphalangienne proximale pour fusionner en une bandelette terminale sur la base de P3. Pour réaliser une bonne échographie de l'appareil extenseur au niveau des doigts, il est nécessaire de partir du poignet et de repérer les tendons extenseurs à ce niveau. Pour cela, deux repères échographiques sont utiles. Premièrement, le tubercule de Lister, qui est un repère qui est toujours palpable, avec immédiatement en ulnaire le tendon long extenseur du pouce, puis le tendon extenseur commun des doigts. À hauteur de l'interligne radio-ulnaire distale, on aperçoit le tendon extenseur propre du 5. On visualise ici comme un renflement autour des tendons le rétinaculum de l'extenseur commun des doigts. En poursuivant notre étude en distalité, il faut savoir que les 3e et 4e doigts comportent en règle générale un tendon extenseur sous la forme d'une bande hypoéchogène, en tout cas anisotrope, allongée, ovalaire, qui va devenir de plus en plus épaisse au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'articulation métacarpophalangienne. Donc on voit ici un seul tendon extenseur sur le 3e rayon. Contrairement aux 2e et 5e rayons, qui eux possèdent deux structures tendineuses, vous voyez ici une structure tendineuse double. La structure tendineuse la plus radiale correspond au contingent tendineux provenant de l'extenseur commun des doigts. La plus ulnaire correspond au tendon extenseur propre du 2. Ces structures vont être individualisables à hauteur de la tête du 2e métacarpien. Pour le 5e métacarpien, on repart de l'interligne radio-ulnaire distale. De manière habituelle, il existe une division de cette structure tendineuse en deux feuillets, que l'on aperçoit parfaitement ici, et qui vont se diriger vers la tête du 5e métacarpien. Il faut savoir qu'il existe une certaine variabilité dans l'anatomie de ces structures tendineuses, et voici une représentation schématique des variantes les plus fréquemment rencontrées. Ce point est important, puisque sa connaissance conditionne la faisabilité d'éventuels transferts tendineux. Le deuxième élément qui stabilise l'appareil extenseur correspond à des connexions intertendineuses qu'on appelle junctura tendinum, qui sont visibles sous la forme de petites bandelettes hypoéchogènes anisotropes, partant d'un tendon extenseur à l'autre. Les connexions intertendineuses peuvent être concernées par la pathologie traumatique, rupture, déchirure ou section traumatique, qui peut être matérialisée par un épaississement hypoéchogène d'une structure linéaire tendue d'un extenseur à l'autre. On poursuit notre exploration en suivant le tendon extenseur à hauteur de l'interligne métacarpophallangien qu'on aperçoit ici. On se positionne sur la tête du métacarpien et on observe les bandelettes sagittales
qui sont des fines lignes hypoécogènes qui vont s'insérer sur le versant palmaire du doigt et ensuite contourner le tendon extenseur en dessous et au-dessus pour former une arche. Il est important de tester la continuité de ces tendons extenseurs en réalisant une manœuvre dynamique sur laquelle vous allez avancer la main du patient pour faire dépasser les doigts de la table d'examen et en réalisant, à hauteur de la tête du métacarpien, des manœuvres dynamiques de flexion et d'extension des doigts. Lors de cette manœuvre dynamique, le tendon extenseur reste parfaitement centré par rapport à la tête du métacarpien et est plaqué contre la corticale du troisième métacarpien comme ici, lors des manœuvres de flexion. L'atteinte traumatique des bandelettes sagittales est dominée par le boxer's knuckle, qui correspond à la rupture de la bandelette sagittale, en général radiale, avec visualisation d'une solution de continuité, comme ici. Elle peut être associée à un aspect parfaitement stable du tendon extenseur lors des manœuvres dynamiques, il n'y a alors pas d'instabilité, ou associée à une instabilité avec soit une subluxation, comme dans cet exemple, soit à une luxation complète du tendon dans la vallée intermétacarpienne. Pour le cas du cinquième rayon, nous avons vu tout à l'heure la disposition avec deux tendons extenseurs qui proviennent en général de l'extenseur propre du 5. Et il existe en général une petite bandelette hypoécogène, une bandelette intertendineuse entre ces tendons. Pour tester cette bandelette, il est nécessaire de réaliser une manœuvre dynamique où on avance encore une fois la main du patient en laissant dépasser les doigts du sujet et en réalisant des manœuvres de flexion-extension. Cette manœuvre permet de montrer la parfaite stabilité de ces structures tendineuses et il n'y a pas de luxation radiale ou ulnaire par rapport à la tête du métacarpien. En cas d'atteinte du cinquième rayon, la bandelette intertendineuse est rompue et peut entraîner, comme ici, une luxation des tendons extenseurs de part et d'autre de la tête du cinquième métacarpien. Ce point signe de manière formelle l'instabilité tendineuse. Passons maintenant à la bandelette médiane et aux bandelettes latérales. On va partir de la position précédente, l'articulation métacarpophalangienne, où on voit un tendon extenseur centré sur la phalange proximale. Et puis après, vous allez voir ici à une division variable, la bandelette médiane au centre, les bandelettes latérales sur les côtés. Vous avez donc une trifurcation. Vous allez obtenir une fine bande hypoécogène ici qui correspond à la bandelette médiane qui s'insère sur la base de P2. Cette analyse est plus aisée dans le plan sagittal. Et donc, on utilisera volontiers un tube de gel d'échographie pour éventuellement réaliser des manœuvres dynamiques. Vous positionnez la sonde dans le plan sagittal et donc vous repérez cette structure tendineuse en superficie qui correspond à la bandelette médiane. Notez bien qu'elle s'insère sur un méplat en regard de la base de P2 et il existe un renflement en éventail de cette structure tendineuse. Les manœuvres dynamiques vous permettent d'identifier la mobilisation de la bandelette médiane. Voici un exemple de rupture de la bandelette médiane, un peu à distance de l'insertion distale. Les manœuvres dynamiques apportent une aide diagnostique en montrant l'absence de mobilisation du tendon. On visualise ici le début de luxation des bandelettes latérales qui pourra être responsable d'une déformation en boutonnière en l'absence de traitement adapté. Rappelons ici que l'analyse de la bandelette médiane ne doit pas se faire de manière isolée, elle doit systématiquement être associée à une analyse de la plaque palmaire ainsi que des ligaments collatéraux. On va s'intéresser maintenant à la dernière structure qui correspond à la bandelette terminale de l'appareil extenseur. Repartons de l'articulation interphalangienne proximale et on visualise ici la bandelette médiane et les bandelettes latérales qui vont contourner l'articulation interphalangienne proximale
tout en restant principalement sur le versant dorsal. Voici ici la bandelette latérale sur le versant radial, puis ici sur le versant ulnaire. Ces bandelettes vont se rejoindre en distalité pour former la bandelette terminale qui va s'insérer sur la base de P3. De la même manière, il est plus aisé d'analyser la bandelette terminale sur une coupe sagittale, et donc vous voyez qu'il s'agit d'une structure beaucoup plus fine, mais de la même manière, elle se renforce en s'insérant sur un méplat de la base de P3. On pourra réaliser des manœuvres dynamiques comme ceci pour tester sa continuité. Voici un exemple de rupture de la bandelette terminale au stade chronique. L'échographie permet de détecter une désinsertion distale au niveau de la base de P3 avec une solution de continuité et une rétraction du moignon tendineux. Les manœuvres dynamiques permettent de montrer l'absence de mobilisation lors des manœuvres de flexion-extension de l'articulation interphalangienne distale. Notez qu'il n'y a pas d'avulsion osseuse dans ce cas. Voilà qui clôt l'étude de l'appareil extenseur.